Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Dans cet épisode, Benjamin de Laforcade, écrivain, évoque son livre Berlin pour elle, aux éditions Gallimard, avec Véronique Morel-Muraour, enseignante en Cagne. Cette rencontre se déroule dans le cadre des dégustations littéraires cheminées ensemble à la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Benjamin, merci beaucoup. Alors Benjamin arrive tout juste pour vous rencontrer de Berlin. Il y a quelques heures, il était encore à Berlin et il a bravé aussi quelques intempéries, quelques turbulences en avion. Berlin pour elle, j'ai envie qu'on rentre d'emblée dans cette histoire. Peut-être d'abord par la jeunesse du texte. Comment l'idée d'écrire, alors certes dans le cadre de Berlin où vous vivez, mais enfin vous allez nous en parler, mais dans un cadre historique aussi bien précis, à travers un parcours chronologique que vous nous expliquerez. Comment donc cette idée d'histoire d'une amitié qui va se développer, connaître un certain nombre d'obstacles, on y reviendra, entre deux petites filles, avec tout un entourage d'autres personnages, a germé dans votre imaginaire romanesque fort fertile? Je pense que la genèse du texte, c'était d'abord une volonté de comprendre la ville de Berlin, la comprendre sous ses différents aspects. Et pour comprendre quelque chose, il vaut mieux connaître son histoire. Mon premier texte se passait déjà à Berlin, à l'époque contemporaine, donc il me semblait judicieux de revenir en arrière, et surtout dans une ville telle que Berlin, l'histoire a un poids si fort, des conséquences si grandes, qu'il est important de reprendre les choses depuis le début. Et souvent, une idée de roman, ça commence par une image, par une scène. Et moi, cette image, elle m'est venue quand j'ai vu une petite fille qui traversait la route et qui voyait au loin une de ses camarades de classe. Elles avaient 6 ans toutes les deux. Et la petite fille, qui est ma nièce, lui a dit bonjour de loin. Mais sa camarade de classe, trop timide, n'a pas osé s'approcher. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a traversé la route. Elle s'est mise nez à nez et elle a dit bonjour, de tout près. Et c'est une scène banale de la vie quotidienne, mais ça m'a posé cette question de l'universalité de l'enfance. Si jamais il y a quelque chose qui va me permettre d'entrer dans une époque que je n'ai pas vécue, moi je suis né en 93, c'est peut-être par ce prisme-là. C'est peut-être par le prisme de l'enfance. Être une petite fille aujourd'hui, c'est certainement un peu pareil que d'être une petite fille alors. Et donc voilà le point de départ du livre. Je trouve que c'est ce que vous venez de dire est justement très important parce que autant effectivement votre roman va nous faire parcourir toute l'histoire d'une partie de la RDA à travers Berlin-Est, qui considère donc de l'autre côté du mur ce petit animalcule orange, là on y reviendra, mais autant donc on va parcourir au travers de quelques étapes cette histoire donc de l'ex-RDA, mais autant effectivement, et j'aimerais peut-être qu'on revienne à travers déjà les premiers personnages, autant effectivement c'est une histoire universelle. Et c'est une histoire d'enfance adossée à l'histoire aussi d'adultes. Et là, je vais vous laisser parler des personnages. Je veux rien dévoiler, je veux vous laisser, voilà, parce qu'il y a du suspense aussi dans votre texte. Et on chemine avec un certain nombre d'interrogations. Donc je préfère que vous partiez de ce que vous avez envie de dire, des personnages clés, donc Judith et Anna, ces deux petites filles, mais aussi adossés à l'existence des adultes qui les entourent. Rita pour Anna, Peter et Inge pour... Enfin, je vais vous laisser en parler, voilà, pour Judith. Et je vous laisse nous faire entrer dans l'histoire par les personnages. Et bien voilà, cette première scène ouvre le livre. Deux jeunes filles, Anna, Judith, elles ont 6 ans. Nous sommes en 1967 à Berlin-Est, donc pendant la séparation de la ville par le mur. Elles se rencontrent, elles se jaugent, l'une est timide, l'autre un peu moins. Elles finissent par se rapprocher et, comme le font les enfants, elles décident de devenir amies, elles décident de ne plus jamais se quitter. Et cette promesse-là d'enfance à laquelle on peut ne pas croire, elles vont continuer à y croire. Et elles vont jamais la lâcher, elles vont la prendre au sérieux. Peut-être que l'enfance c'est ça, c'est prendre au sérieux les choses que nous, on a arrêté de prendre au sérieux. Leur vie, elle va traverser toute l'histoire de la RDA, et une particularité de leur amitié, c'est que Anna et Judith, elles viennent de familles assez différentes. Dans un pays communiste, on a toujours la sensation que les familles sont homogènes, qu'il n'existe qu'une seule classe sociale. Évidemment, les choses sont plus complexes. Anna, sa mère a décidé de l'avoir seule. Elle avait envie d'avoir un enfant, mais elle n'avait pas envie d'avoir un mari. Et son métier, c'était d'être conductrice d'excavatrice de charbon. Donc voilà, c'est ces énormes machines qui récupèrent le charbon et qui irriguent l'Allemagne de cette pierre qui fabrique de l'énergie. Donc c'est une ouvrière, c'est une femme très populaire, c'est une femme à la fois critique du régime en place et à la fois qui profondément aime son pays. Elle pose la question de peut-être qu'il n'y a que quand on aime son pays qu'on est en mesure de le critiquer.
La famille de Judith, elle est tout autre. Elle vient de ce qu'on pourrait appeler une petite bourgeoisie de Leipzig, une petite ville près de Berlin. Et la mère de Judith, c'est une femme très éduquée, elle est chimiste. Elle avait un poste important à Leipzig qu'elle a dû abandonner pour suivre son mari à Berlin, qui lui a des ambitions administratives. Il fait partie de la police politique de son pays, qui est la Stasi. Et c'est un homme ambitieux, mais avant toute autre chose, c'est un fonctionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre dans le système politique, que nous, avec notre vision de gens de l'Ouest, on a tendance à mixer avec des histoires d'espionnage, quelque chose de très rocambolesque. Peter, c'est un homme qui travaille dans une administration. C'est un homme qui fait des dossiers, qui écrit des notes, qui ouvre des procédures. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez peu rocambolesque, mais moi, il me semble qu'il y a quand même un souffle romanesque là-dedans. En tout cas, c'est celui que j'ai essayé d'investir. Ces deux familles, elles sont très différentes l'une de l'autre, et puis gravite un troisième pôle autour de ces deux petites filles, qui est incarné par le personnage de Karl. Karl, c'est un petit garçon qu'on pourrait peut-être appeler débrouillard. Ce genre qui a toujours un œil par terre pour vérifier ce qui s'y cache, qui garde des trésors dans une boîte, qui a plus d'un tour dans son sac et qui a un certain bagou aussi. Et ce Karl-là, il voit cette amitié qui naît entre les petites filles. Et les gens parmi nous qui ont été des petits garçons le savent, il y a quelque chose d'enviable dans les relations entre petites filles. Quelquefois, on regarde ces gens qui s'aiment, ces gens qui jouent ensemble, et on a l'impression en tant que petit garçon qu'on n'a pas accès à ces amitiés-là. Et Karl, lui, il aimerait bien y avoir accès. Mais pourtant, cette amitié entre Anna et Judith, elle est très exclusive. Alors il va faire de son mieux pour essayer de les approcher. Quelque chose qui le caractérise aussi, c'est que sa mère est décédée quelques mois avant le début du livre, et son père est pasteur. Donc ce qu'on appelle en allemand la Evangelische Kirche, et qui correspondrait à une église luthérienne en France, même s'il y a des différences religieuses dans lesquelles on va pas s'attarder. Être pasteur en RDA en 1967, c'est pas un métier enviable, c'est pas une situation très enviable. Le parti est généralement critique envers les personnes qui sont religieux ou qui d'autant plus sont des métiers qui ont trait à la religion. Et donc ce pasteur-là, lui aussi, il va avoir une certaine idée de son pays. Lui aussi, il aime la RDA, mais lui aussi, il cherche à entrer en dissidence et il cherche à faire de son pays quelque chose de plus important. Et puis il y a ensuite le dernier personnage que je pourrais peut-être évoquer, c'est Werner, c'est un ancien soldat de l'armée allemande, et qui est un de ces grands perdants de la RDA dont le régime voudrait ne pas parler. On a l'impression d'un pays qui ne connaît pas l'alcoolisme, qui ne connaît pas le chômage, et à bien des égards c'est assez vrai par rapport à l'Ouest. Il y a beaucoup moins de chômeurs, il y a beaucoup moins de gens qui sont dans la précarité, mais néanmoins il y a certaines personnes qui ne sont pas sauvées par le système, et Werner en fait partie. C'est un personnage trouble, parfois ambigu, qui décide de justement semer le trouble, et pour ça il se déguise en clown, et il va faire des farces aux gens dans la rue. Alors, venez de dire beaucoup de choses à partir desquelles, justement, on va pouvoir cheminer dans votre histoire et dans votre roman et dans l'histoire aussi avec un grand H. À plusieurs reprises, vous avez dit il aime son pays, elle aime son pays. Mais qui, dans ce texte, justement, est peut-être contre toute attente nourrie de préjugés du lecteur qui entre dans cette ex-RDA, dans cette Berlin un peu crise, un peu décrépit, et qui va se trouver donc surpris justement. Mais quel est le personnage qui n'aime pas profondément, réellement son pays ? Est-ce que vous pensez qu'il y en a un ? Est-ce que peut-être ils l'aiment tous ? Voilà. Moi je pense que c'est quelque chose qui m'a paru... Et c'est une des grandes forces de votre roman. En tout cas ça m'a paru important, peut-être légitime de le rappeler. Moi, quand j'ai mené mes recherches sur ce qu'a été la RDA, avec cette distance dans le temps, et puis cette distance de par mon âge qui s'en trouve renforcée, j'ai jamais entendu de discours franchement hostiles à la RDA dans son entièreté. J'ai toujours entendu des discours nuancés, des discours complexes. J'ai aussi entendu une certaine forme de nostalgie parfois. Je me rappelle c'est très intime, la sage-femme qui accompagnait la naissance de ma fille qui disait, par exemple, nous on parlait pas d'argent à la maison. L'argent, c'était pas un problème. Il n'y avait pas des questions de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un mot qui n'existe pas en RDA. C'est un mot qui n'existe pas dans les systèmes communistes. On ne parlait pas de poubelle, par exemple. Quand on a un système beaucoup moins consumériste, on produit moins de déchets. Alors ce sont des choses qui peuvent paraître aujourd'hui encore enviables, ou en tout cas quelque chose vers lequel on pourrait se retourner. Et puis, certains problèmes qui sont absents de cette société-là en rapport avec la nôtre sont remplacés par d'autres problèmes. Par des problèmes de l'ordre du totalitarisme, de l'ordre de la surveillance. Et donc ce que je voulais montrer, c'est que, et je voulais le montrer dès les premières pages du livre, l'image que l'on a avec une certaine forme de suprématie de l'Ouest de la RDA, c'est pas celle qu'on va trouver dans le livre. C'est une image qui est non seulement plus ambiguë, plus versatile, mais qui aussi est différente pour chacun des personnages. Chacun vit dans un pays différent l'un de l'autre. À Saint-Médard-en-Jalles, deux voisins peuvent avoir une existence extrêmement différente. On dit parfois
de ses frères et sœurs qu'on ne leur ressemblera jamais, qu'on a eu la même vie, la même éducation, la même enfance, les mêmes préceptes, et pourtant nos trajectoires sont totalement différentes. Et c'est aussi à l'échelle de la RDA ce qui s'est passé. Alors justement, il y a plusieurs questions qui se posent dans ce que vous venez de dire. Ce souci de la complexité vous permet, me semble-t-il, sans fuir toute forme de responsabilité dans le cadre effectivement de certains faits de l'histoire, mais vous permet d'éviter le manichéisme. Ça, c'est la première chose, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Et l'autre point, à vous entendre parler de complexe et de complexité, je me dis que seule l'écriture romanesque peut rendre compte de cette complexité. Alors je ne dis pas que le travail de l'historien cherche la simplification, pas du tout. Mais la littérature se nourrit de cette complexité-là, et il me semble que vous la mettez vraiment très très bien en perspective. Peut-être que quelque chose que je pourrais répondre à votre question, c'est que le travail de l'historien, comme le travail du sociologue, c'est un travail matérialiste. C'est une grille de lecture qu'on pose sur le passé. Évidemment, il y a des faits, il y a des dates, il y a des choses qui sont tangibles. La façon dont on relit ces dates, la façon dont on regarde ces faits, la lecture qu'on en fait, c'est elle qui produit la matière de l'histoire. Avec ces données matérielles, avec ces chiffres, tout comme en statistique, on lance une pièce 1000 fois de suite et puis les chances seront de 50% des deux côtés, on peut tirer des conclusions. On peut dire des choses qui sont factuellement réelles. En statistique, il y a des données qu'on appelle les données aberrantes. Tout d'un coup, un point qui s'échappe, qui ne change rien aux conclusions qu'on a de notre point d'observation, mais qui néanmoins existe. Et là, il y a quand même ce point qui dévie. Et le roman, il permet d'investir ces histoires-là, justement. Il permet, au lieu de partir d'une observation globale et tangible, de partir de tous ces points qui ne rentrent pas dans les cases, qui sont exactement entre les lignes, de les investir en tant qu'histoire et paradoxalement de mieux comprendre ce qu'on est en train de regarder. Travailler sur l'histoire, c'est aussi se rendre compte de l'impossibilité d'écrire l'histoire. Écrire un roman historique ou écrire un roman tout court, c'est se mettre en confrontation avec l'inéluctabilité de son propre échec. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour écrire un roman qui se passe à une période de temps et qui soit réussi, pour avoir une vision parfaite d'une époque historique, il faudrait avoir vécu chacune des vies des gens qui ont traversé cette période tout au long de leur vie. Il faudrait avoir vécu des millions de vies sur des centaines, des milliers d'années. Évidemment, ça c'est impossible. Alors pourquoi pas ne pas partir de ces points-là, que j'appelais tout à l'heure des données aberrantes, et essayer de rentrer dans l'histoire, essayer de voir ce qui s'y passe, essayer de voir aussi ce qui résonne avec notre histoire d'aujourd'hui. Sur le manichéisme, c'est pas une volonté de dire restons ambigus, restons flous, c'est plutôt que quand on s'intéresse à la réalité, quand on essaie d'écrire quelque chose qui un temps soit peu vrai, on se rend compte qu'il n'y a pas de manichéisme. Alors dans votre façon d'écrire, quelle est la part initiale au travail justement de recherche, puisque vous vous intéressez à des choses quand même factuellement aussi très, très précises. Il y a une scansion chronologique qui tient, me semble-t-il, autant à l'évolution de l'ex-RDA et de Berlin qu'à l'évolution des vies. Les petites histoires se tissent intimement dans cette grande histoire, et on pourra parler justement tout à l'heure de la question de la liberté. Et de la liberté, je dirais, d'un point de vue existentialiste, pas simplement d'un point de vue, politique. Mais quelle est la première démarche en matière de recherche justement de documentaire, et après quelle liberté vous octroyez-vous pour garder justement cette part d'aberration qui va devenir la matière romanesque? Alors je pense que le point de départ, c'est l'incompréhension, c'est la question qu'on se pose. Je vous le disais tout à l'heure, être étranger dans un pays qui vous accueille, c'est ne pas comprendre beaucoup de choses et ne pas être compris par le pays qui vous accueille également. Donc ce questionnement-là, il est à la base de la recherche documentaire. Pourquoi est-ce que moi, quand je rencontre quelqu'un qui a plus de 45 ans en Allemagne, je suis à peu près en mesure de dire s'il vient de l'Est ou de l'Ouest? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que quand je vois un élève plus jeune, j'ai de fortes chances de savoir si ses parents, eux, ont vécu la RDA ou s'ils ne l'ont pas vécu? Je me demande. Alors comme je me demande, je recherche. La recherche, donc le travail de documentation qui a précédé l'écriture du roman, il a duré à peu près 2 ans. Puis ensuite, il y a eu encore 1 année de documentation parallèle à l'écriture. Moi, mon objectif dès le départ, c'était d'en savoir le plus possible et d'en dire le moins. Ça, c'était très important pour moi, dans le sens où on parle depuis tout à l'heure de roman historique, et peut-être que le roman ne convient pas tout à fait dans cette case-là. C'est pas un livre qui est tissé d'anecdotes, ce petit élément que l'historien ignorait, voilà que moi je l'ai trouvé en me baladant dans la rue. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. C'est pas du tout quelque chose que je trouve inintéressant, mais c'était pas ça que je voulais écrire. Donc, dans la démarche documentaire, de façon très classique, il y a les rencontres avec les gens qui ont vécu la RDA, qui en fait, dans le cas de ma vie, sont des collègues de travail, des amis, des gens très proches de moi, pas du tout l'image qu'on peut avoir de quelqu'un qui vient témoigner spécifiquement de quelque chose. D'où la complexité et puis la grande variété des histoires. Les gens vous racontent simplement des choses de leur vie, quoi.
pas si différente de la nôtre finalement. Donc il y a cette première rencontre, il y a ensuite la lecture des dossiers de la Stasi. Ça peut-être qu'on peut faire une légère parenthèse. Les archives de la police politique existent. Ce sont des bibliothèques de dossiers qui sont uniquement consultables par les personnes qui sont concernées par ces dossiers. Certains citoyens décident de les rendre publics à des fins justement artistiques et historiques. Ces dossiers-là sont consultables et donc lisibles. On ne ressort pas indemne de la lecture de ces dossiers-là. Donc il y a cette lecture-là, visite de musée, lecture de textes, une plongée aussi dans la littérature allemande de l'Est en général, des auteurs comme Christa Wolf par exemple. Donc cette matière-là, elle vous fait perdre la tête. Donc au bout d'un moment, vous dites, voilà, j'ai rien compris. Voilà, ça fait 2 ans que je travaille, ça fait 2 ans que je lis tout. Et finalement, tout ce que j'ai appris, c'est que vraiment, je ne sais rien. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que je ne vais pas en savoir plus en lisant plus. Il y a cette espèce de vertige de la documentation. C'est la même chose quand on apprend quelque chose. Plus on apprend et moins on en sait. Et donc c'est pareil quand on commence un livre. Donc là, c'est le bon moment pour se mettre à écrire, histoire de ne pas abandonner. Et puis ensuite, il y a la documentation parallèle au livre. Ça, c'est aussi une manière d'avoir des journées un peu variées, des journées d'écriture qui sont aussi combinées avec de la documentation, de choses différentes. La liberté que je m'octroie, je ne sais pas si je m'octroie vraiment de la liberté. Je m'octroie par contre beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est de ne pas écrire l'histoire de gens qui ont existé. C'est pour ça aussi que je me suis méfié des entretiens. Pour écrire le livre, je n'ai pas mené d'entretien. J'ai eu des discussions, mais pas de questions, avec ensuite un travail sur les réponses qui m'avaient été faites. Parce que l'idée que j'avais, c'est qu'il y a quand même une question morale et éthique à prendre l'histoire de quelqu'un et à la raconter. Et ensuite, il y a une question qui me semble être assez en désaccord avec l'action romanesque par essence. Le but, c'est d'inventer. Pour comprendre, il faut inventer. Il faut se mettre face à sa propre imagination et dire « je vais produire quelque chose à partir de ce qui m'habite moi en tant que personne, et puis je vais essayer de la confronter avec ce que j'ai lu, avec ce que j'ai vu ». Donc je dirais pas de liberté, je dirais beaucoup de contraintes, beaucoup aussi de précautions. C'est une histoire qui est récente, c'est une histoire qui est difficile. Je disais pas de manichéisme, moi j'oublie pas que la RDA c'est un état totalitaire, avec une répression, qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui se sont noyés, c'est des histoires qui sont dures. Et donc il convient de les traiter avec une certaine forme de respect et aussi avec une certaine forme d'intégrité intellectuelle. Il y a un épisode, celui de l'enfant turc, je vais peut-être vous laisser peut-être en parler, qui symbolise la manière dont on a après baptisé ce mur de la honte. Dans le roman, il est fait référence à un petit garçon turc qui a 5 ans et qui joue à l'ouest de Berlin dans le quartier de Kreuzberg, au bord d'une rivière qui s'appelle la Spree. Ce petit garçon, il fait tomber son ballon dans l'eau et il n'est pas avec ses parents à ce moment-là, il est gardé par de la famille un peu éloignée et puis en suivant son ballon, il tombe dans l'eau. Le problème, c'est que la Spree, à l'endroit où le mur ne passe pas dans la ville, elle fait office de frontière. Et ce petit garçon, il vient de l'ouest, donc les secours de l'ouest n'ont pas le droit, pas le courage d'intervenir, puisque la zone, elle n'est ni à l'est ni à l'ouest, elle est entre deux. D'un point de vue purement politique, elle appartient d'ailleurs à l'est. Les forces de secours de l'Est, eux, n'ont pas à intervenir dans un incident qui concerne l'Ouest de la ville. Alors ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup d'adultes qui regardent un enfant qui se noie. Ce petit garçon, il est inspiré d'un petit garçon qui s'appelle Cetin Mert et qui est mort en 1975, il avait 5 ans. Il faut savoir qu'il y a des dizaines d'enfants à qui c'est arrivé aussi. C'est des histoires qui sont terribles. Et donc, je rassure tout le monde, le livre n'est pas que triste, mais en tout cas, voilà, il convient quand même d'avoir en tête que ces histoires-là sont réelles et qu'on ne peut pas simplement jongler avec ces histoires-là juste pour le plaisir de le faire. Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaille et Chignon. Si on revient, avant de reprendre le fil de la vie de vos personnages, mais si on revient justement sur les contraintes et les contraintes d'écriture, de composition, d'architecture romanesque que vous mettez en place, il me semble, puis après vous avez le droit de me dire que je me trompe totalement, mais qu'on a affaire à la fois à un texte très structuré, au travers d'un certain nombre de parties dont vous établissez soigneusement la chronologie initiale. Et ça correspond, me semble-t-il, à des moments à la fois emblématiques dans l'histoire de vos personnages et dans la grande histoire. À l'intérieur de chacune de ces parties, il y a une sorte à la fois de coexistence et de montage. Quelque chose qui cinématographiquement pourrait ressembler au parti pris par moment d'un Lelouch, mais aussi au roman américain façon James Joyce. Je croiserais bien les deux, même si ça peut vous paraître peut-être un peu hasardeux. Et puis à tout ça, je prends. Hein. Bon, d'accord. Et puis à tout ça, j'ajouterais que votre écriture, alors dans le choix que vous faites d'éviter le discours direct, de passer vers le discours indirect et vers le discours indirect libre. Et moi, j'avoue, c'est ce que je préfère dans le cadre d'une écriture romanesque. Je trouve ça absolument, c'est très dur à faire, c'est très difficile.
Je vais vous faire rougir, mais seuls les grands écrivains peuvent le faire avec une maîtrise et une aisance. Et l'autre dimension, c'est la prose poétique. Sur tout ça se greffe un style qui est extrêmement poétique. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Pour la structure romanesque, alors ça c'est vraiment quelque chose qui me prend beaucoup de temps, c'est quelque chose de réfléchi aussi. Vous avez parlé de montage et vous avez raison de le faire. Il y a vraiment à l'œuvre cette idée d'avoir du texte qui est produit, qui pourrait correspondre à des rushs de cinéma, et à l'intérieur de ce texte produit, on va délimiter des fragments, des pauses, et ensuite les agencer afin de construire une histoire. Le roman, il a pour ambition de fabriquer une intrigue autour de personnages, et donc de la faire avancer. Ça semble facile à dire comme ça, mais c'est pas si évident de composer une intrigue dans un roman. Et donc ce travail de montage-là, il intervient à chaque moment. Vous parliez de James Joyce, moi j'ai lu Les Dublinois quand j'étais plus jeune, et c'est un texte qui a vraiment compté pour moi. Et donc c'est un recueil de nouvelles. Moi, la nouvelle, c'est un format qui me plaît, je suis un lecteur de nouvelles, et puis j'en ai écrit beaucoup aussi. L'ambition également, c'est d'avoir un livre dans lequel chaque passage pourrait virtuellement être tiré et être lu de façon indépendante. J'imagine bien qu'on va pas lire le livre en commençant par la moitié, mais j'ai toujours peut-être que ça me rassure de me dire que si jamais chaque passage fonctionne de façon indépendante, eh ben chaque passage a une raison d'être. D'ailleurs, en général, les passages qui fonctionnent pas de façon indépendante, ils ont tendance à partir à la poubelle. Donc, il y a ce travail-là de montage, de fabrication. Il faut aussi se rendre compte que c'est pas un travail qui est que artificiel. Je suis pas devant ma grande table en train de jouer un petit peu avec des cartes et puis de faire quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui s'impose. On est assez vite, ça on peut peut-être en reparler tout à l'heure, mais on est assez vite au service de son propre texte plutôt que l'inverse. Et donc le rapport de force entre le romancier et puis son roman, il s'inverse assez rapidement dans le processus d'écriture. Sur l'écriture poétique, moi c'est un compliment qui me plaît. Je suis un lecteur de poésie et puis à mon sens c'est une des formes d'écriture les plus nobles qui soit à notre disposition. Je pense que peut-être que la sensation qu'on a en lisant le texte qui pourrait faire parler d'écriture poétique, c'est un travail sur le rythme. Alors moi, c'est un travail qui me tient à cœur tout au long du processus d'écriture. Moi, je travaille toujours avec ce que j'appelle des unités rythmiques, c'est-à-dire que j'ai une phrase, et puis ensuite je sais que la phrase suivante, elle va comporter un certain souffle, un certain nombre de pieds. Et ensuite, le message que je veux faire passer dans cette phrase-là, eh ben, il faut qu'il se greffe à ce squelette rythmique que j'avais prédéfini dans ma tête. Évidemment, après, il y a un travail de réécriture, et puis il y a un retravail ensuite. Et puis ensuite, vous avez un éditeur qui vous corrige un mot, et puis ensuite, votre unité rythmique, elle est foutue, alors il faut recommencer depuis le départ. Mais il y a... Vous acceptez les corrections de votre éditeur ? Parce que certains écrivains ne les acceptent pas du tout. Hein. Alors moi, je les ai même toutes acceptées, il n'y en a pas que j'ai refusé. Mais... il arrivera un temps où vous allez les refuser. Je sais pas, il arrivera peut-être un temps où mon éditeur vieillira, mais en tout cas, pour l'instant, il est très pertinent dans ses corrections. Donc pour ce travail rythmique, moi j'utilise tout ce qui est à ma disposition. Ça peut être des grands vers, dois-je oublier Hector, privé de funérailles, et traîner sans honneur autour de nos murailles, mais ça peut être aussi, ça peut venir de ce qu'on appelle des répliques cultes dans les films. Je sais pas si vous connaissez Maman j'ai raté l'avion, passe ça à Kevin, Kevin n'est pas là, Kevin, vous voyez. Bon bah ça semble rien, mais n'empêche que pourquoi est-ce que ça reste dans nos têtes à tous ? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement fort dans cette structure de phrase qui fait qu'on ne peut pas oublier cette scène-là ? Le gag, il est quand même assez médiocre. Quelqu'un passe quelque chose à quelqu'un, cette personne n'est pas là, on se rend compte qu'il n'est pas là. C'est léger, quoi. Et ben pourtant, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à tirer de ça. Peut-être qu'il y a une structure. Peut-être qu'il y a un passage du livre qui fait exactement référence à ça. Mais en tout cas, bon voilà, moi j'essaye de pêcher un peu partout, même dans des solos de batterie par exemple. Des morceaux de son qui me semblent comporter une force en soi, une force évocatrice, et ensuite je les ship et je les réutilise. Donc ça c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Et peut-être que l'autre chose que je pourrais dire pour finir sur cette longue question, qui appelle donc une longue réponse, c'est que moi j'aime bien, dès le début du livre, donner les règles du jeu. J'essaye que dans les premiers chapitres, idéalement dans le premier, l'ensemble des structures rythmiques qui vont être retrouvées par la suite, ou en tout cas la petite chanson qu'on va entendre tout au long du récit, elle soit déjà donnée de base. Et comme ça, il y a cette sensation de « ah bah voilà, je sais comment ça sonne ». Et ensuite, tout au long du récit, ce rythme-là, vous allez en fait plus l'entendre. L'idée, moi ce que j'espère, c'est que le lecteur, il ne soit pas dérangé et qu'il soit peut-être orienté à son insu. Peut-être que les effets de langue qui sont véhiculés par le rythme et qui servent l'intrigue, je crois qu'il faut avoir une approche fonctionnaliste du rythme, hein, ça sert toujours à faire quelque chose. Le style, c'est pas une fin en soi dans le roman. Et ben, j'aimerais bien que cette structure-là de rythme,
elle passe un peu inaperçue. Alors vous l'avez vu, mais... Je pense que c'est un peu mon métier aussi, Voilà. c'est la déformation professionnelle, mais qui ne m'empêche pas, loin de là, je plonge d'abord totalement, j'ai envie de dire, à corps perdu dans un texte. Et c'est seulement après, quand je prépare un entretien, que je me dis, mais en fait, pourquoi j'étais manipulée de la sorte et totalement envoûtée, voilà, parce que j'ai vraiment été complètement envoûtée par ce texte. En fait, il me semble aussi qu'il y a par moments une sorte de mise en abîme de l'écriture. Vous avez commencé à y faire de l'écriture romanesque et même du personnage aussi du romancier. Vous avez fait allusion avec les dossiers de la Stasi, en fait, avec la manière dont le travail administratif de la Stasi se fait. Moi, il y a un personnage qui est un personnage secondaire et en même temps important parce qu'il illustre aussi très symboliquement cet ensemble de procédures. C'est cette collaboratrice que va recruter à un moment donné parmi tant d'autres collaborateurs, puisque Peter en même temps travaille à l'ancienne, il va se méfier des nouvelles technologies qui arrivent et qui en fait, il a compris, signent la fin aussi du modèle totalitaire. Ça va être une autre forme de totalitarisme, on l'a vu à l'œuvre. Bref, cette mise en abîme de l'écriture romanesque, on la retrouve de façon assez drôle. Il y a une sorte d'auto-ironie, un peu sur vous-même, à travers cette collaboratrice, vous voyez, à qui je fais allusion. Oui, je vois très bien. On m'en parle pas beaucoup de cette collaboratrice. Vous êtes la première qui y fait référence. C'est mon chic. Je vais chercher. Et je suis content que vous ayez noté l'humour qu'il y a, ou peut-être une forme d'autodérision là-dedans. Alors, pour replacer dans le contexte, une des missions principales de la police politique en RDA, c'est la surveillance de la population, c'est-à-dire d'ouvrir des dossiers sur des personnes qui potentiellement sont réfractaires au parti ou ont des idées subversives. Avec un certain nombre de fonctionnaires dans une administration, c'est une mission qui est impossible à tenir. Donc on embauche ce qu'on appelle des collaborateurs inofficiels. Donc des gens qui viennent de la société civile, qui peuvent être virtuellement n'importe qui, à qui on demande « Bon, on a des doutes sur ta voisine, ta sœur, ton mari. Est-ce que tu veux rejoindre notre organisation pour une mission de courte durée et qui va nous permettre d'avoir des informations ?» Il y a ce personnage, c'est le seul personnage anonyme du livre. Et la raison pour laquelle ce personnage reste anonyme, c'est pour qu'il reste aussi... pour qu'on comprenne qu'il puisse être virtuellement n'importe qui, que tout le monde, il y a des centaines de milliers de collaborateurs inofficiels de la Stasi. Et elle, sa mission, ou en tout cas sa tâche, est d'observer Werner, ce personnage dont je vous parlais tout à l'heure et qui se grime en clown pour semer le trouble dans la ville, de l'observer, d'écrire des rapports. Et donc cette femme commence à le regarder. Ils ont en plus une histoire qui remonte un petit peu peut-être une certaine forme d'animosité qui date d'une petite histoire d'amour quand ils étaient enfants et qui donc la pousse à écrire sur lui, à le regarder et à le dénoncer d'une certaine façon. Et dans ce processus d'écrire des rapports, elle se pique d'écriture, elle se trouve une passion fugace et néanmoins importante pour l'acte d'écriture. Et donc il y a évidemment une certaine forme d'autodérision de moi-même qui suis en train d'écrire quelque chose sur quelqu'un, cette femme qui écrit sur quelqu'un. Il y a aussi peut-être une certaine forme d'aveu de voyeurisme qui est peut-être un défaut partagé des romanciers. Oui, mais enfin, ce voyeurisme, on peut justement l'excuser puisqu'elle va tout changer. Elle change les dates, elle change les noms, puis elle transforme un homme en femme. Et on voit arriver des dossiers, des comptes rendus complètement surréels. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais confronter avec un historien parce que c'est un postulat de ma part. Moi, quand j'ai lu les dossiers de la Stasi, j'ai été étonné de voir à quel point il me semblait parfois un peu bancal. On a cette image d'une extrême efficacité. C'est pas une image qui est fausse, mais à partir du moment où vous mettez de l'humain dans l'équation, à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, qu'il y a une administration qui manque d'argent et donc qui manque de moyens de contrôle, et bien fatalement, vous avez des dossiers qui, à mon sens, perdent en qualité. C'est quand même une bonne chose que les dossiers perdent en qualité, mais... Alors, on retrouve l'humour qui ponctue réellement votre texte. Parce que vous avez le chic de la petite formule qui vient en même temps aussi détendre une atmosphère qui peut être un peu plus pesante. Et puis, il y a la petite formule humoristique, ironique, qui nous ramène justement à l'ironie de l'histoire et puis au roman tout simplement. Bon, moi j'ai trouvé qu'ils étaient mal écrits parfois. J'ai trouvé que j'avais pas envie de faire confiance à ce qu'ils contenaient. J'avais l'impression que ça avait été fait un peu à la va-vite parfois. Et donc voilà, j'ai voulu questionner ça aussi, à quel point cette image de l'administration parfaite, efficace, robotique, peut-être qu'elle est assez fausse aussi. Là encore, des dossiers, j'en ai lu une fraction. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres d'étagères de dossiers. Donc ça, c'est un ressenti de ma part. De toute façon, là, il n'y a pas d'enjeux éthiques ou moraux, dans le sens où il s'agit de dossiers qui sont écrits sur d'autres gens, par des gens. L'interprétation de chacun fait foi.
On va revenir justement à vos personnages, puisqu'ils sont pris dans cette gang politique de l'histoire, et puis dans la gang de leur propre histoire et de leur propre déterminisme, qui reste aussi des déterminismes familiaux. Parce qu'il me semble que ce qui est important, c'est que certes, c'est l'ex-RDA, certes, c'est le totalitarisme, certes, et tout ça, on le voit parfaitement, il n'y a aucun problème, mais une enfance reste une enfance, un mariage reste un mariage. L'interrogation sur ce qui fait le courage, que ce soit dans tel ou tel régime politique, mais aussi tout simplement face à tel ou tel événement de la vie, la mort par exemple. Il me semble que à travers donc les personnages de ces deux petites filles, Judith et Anna, adossés à leur mère, parce que on a parlé de l'histoire de cette amitié qui ne veut pas renoncer. Mais derrière, il y a deux femmes qui sont amies, auraient pu être amies, qui ont peut-être à un moment donné dû désarmer, dû accepter ou se sont comportées lâchement. Je n'en sais rien, j'ai pas envie du tout de porter le moindre jugement, mais en tout cas, leur amitié ne connaît pas la même issue que celle des deux petites filles. Il y a un père, Peter, qui est aussi un chef de la Stasi, officier, bureaucrate, précautionneux, etc., mais qui a aussi cet amour de son pays dont vous parliez. Bref, tous ces gens-là, ils sont à la fois déterminés par évidemment ce qui fait le totalitarisme de leur société, mais il me semble qu'ils restent quand même aussi ancrés dans des histoires bien privées, bien personnelles. Et je compléterai, parce qu'autant qu'à faire, allez, je vous fais un lot. À quel moment est-ce qu'on reste, j'ai envie de dire, libre de ses propres déterminations ? Ça peut paraître contradictoire, ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'on peut choisir ce qui va nous déterminer, qu'on soit dans un pays totalitaire, qu'on soit dans un pays dit libre ? Et il me semble que c'est vraiment au cœur, là, ici, du texte. Pas simplement la liberté en soi, parce que je trouve que ça n'a pas de véritable sens. Qui d'entre nous, même dans un pays démocratique, peut se penser totalement libre ? C'est, en fait, comment est-ce qu'on gère ces déterminations et ces déterminismes, et par rapport à quoi ? Bon, je commence par la fin. Bon, moi je pense qu'à partir du moment où on accepte le fait qu'il y a des déterminismes sociaux et familiaux, on renonce à une certaine forme d'individualité de nos destinées. Ce que veut dire un déterminisme, ça ne veut pas non plus dire qu'on n'est pas libre. Ça veut dire qu'on peut tout expliquer. Ça veut dire aussi qu'on peut prévoir. C'est-à-dire que vos deux parents sont chefs d'entreprise, et ben vous avez plus de chances de faire des études supérieures. Vous êtes né à tel endroit et vous avez moins de chances d'aller en prison. On peut tout expliquer. On peut tout observer, on peut prévoir avec beaucoup de véracité. Ça revient à ce que je disais sur les statistiques de tout à l'heure. La liberté, elle se situe aussi à d'autres endroits. Dans le livre, il est question d'amour. On ne choisit pas vraiment les gens qu'on aime. Là, les déterminismes sont assez inopérants. Bien sûr, on se marie avec quelqu'un qui est dans son milieu. Si jamais on est né en RDA en 1967, on se marie avec un homme si on est une femme, avec une femme si on est un homme. Mais être amoureux, ça c'est différent. Voir dans les yeux de quelqu'un la perspective d'une vie à deux, bon ça, les lois sociales, les lois familiales, ça s'appliquent plus ici. Donc cette histoire de deux petites filles qui va être entièrement décidée par leur contexte politique, par leur contexte familiaux, et ben ça va aussi être une histoire de liberté parce que elles vont se rattacher à cette chose dont j'ai parlé qui est l'amour et à une autre chose dont j'ai aussi parlé et qui est l'enfance. Moi je pense qu'il convient de voir l'enfance autrement dans notre société. Qu'on a toujours tendance à voir nos enfants comme des êtres qui sont uniquement potentiels, des êtres en devenir. On dit toujours des phrases comme « ça va pas le traumatiser », comme si maintenant ça comptait pas, ce qui compte c'est plus tard. Non, moi je vois pas ça comme ça. Moi je me demande même si on traçait une courbe de la sagesse, on n'aurait pas quelque chose qui ressemble à un U. Vous voyez, on commence très haut, arrivé au milieu, on n'est pas fortiche, et puis on finit un peu au même niveau, peut-être même un peu plus bas qu'au début. Bon, pourquoi ? Déjà parce que je pense que la proximité de la mort donne une certaine forme de sagesse, mais je pense que la proximité de la naissance aussi. Peut-être même que la mort et la naissance ne sont pas des concepts si différents l'un de l'autre. Et ensuite parce que quand on est un enfant, on a eu moins de temps pour être affecté par ces déterminismes. Anna, elle a 6 ans, et ce qu'elle aime c'est faire du sport, elle aime courir. Et il s'avère qu'elle court hyper vite. Et ben elle ne sait pas encore que ça va lui être interdit plus tard. Elle ne sait pas encore qu'on va lui dire tu sais, les filles sont moins fortes que les garçons. Qu'il y a des mythes tellement tenaces, qui sont des mythes, il faut quand même s'en rendre compte, mais qui vont avoir une influence majeure sur sa vie. Elle ne le sait pas. Et d'ailleurs, quand on regarde des petites filles de 6 ans qui se disent bonjour de part et d'autre d'une rue, on voit bien que ce que nous on appelle de la méconnaissance, c'est en fait une certaine forme de supériorité intellectuelle. C'est pas qu'elles sont pas au courant, c'est qu'elles n'ont pas encore été d'une certaine façon perverties par des choses qui sont fausses. Anna, elle court plus vite que les autres. Bon.
Ensuite, elle va apprendre que c'est une fille, et que comme les filles sont moins fortes que les garçons, elles courent moins vite que les garçons, même si elles courent toujours plus vite qu'eux. Mais pour l'instant, elles sont encore à ce stade-là, où elles sont un peu plus libres que ce qu'elles vont être. Et la force de Anna et Judith, et donc là je reviens à la première partie de votre question, c'est qu'elles sont loyales à leur enfance. Et ça, moi, je le vois dans la vie, dans les gens qui m'entourent. Il y a des gens qui sont loyaux envers leur enfance, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Voilà, moi, quelqu'un qui est très proche de moi, elle n'a pas beaucoup changé depuis qu'elle est toute petite. C'est vraiment la même personne, quoi. Et quand elle était petite, elle savait quelle personne elle allait devenir. Et même si des choses ont changé sur le chemin, voilà, elles ont cette idée. C'est pour ça que Anna s'appelle Anna, c'est un nom qui est en forme de palindrome, et puis ça revient comme ça au début. Et donc, elles ont cette loyauté envers leur enfance, elles reviennent à quelque chose d'essentiel, et toute leur vie est totalement irriguée par leur système politique, par leur famille. Vous avez parlé de Peter, qui est aussi une incarnation de la famille patriarcale hétérosexuelle, avec quelqu'un qui décide et puis qui déplace les gens comme ça dans leur vie. Et pourtant, cette loyauté envers leur enfance, ça va être pas un ticket pour la liberté, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, elles ne le sont pas, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui leur appartient et qui leur appartient uniquement à elles. J'ai envie, si vous me permettez, de lire un passage qui pour moi est un passage très important dans le texte, le moment où sa mère va imposer à Anna de ne plus voir Judith, et on va laisser à ceux qui n'ont pas encore lu le texte de découvrir pour quelles raisons et comment tout cela va évoluer. Mais il me semble que ce passage dit bien ce que vous venez de nous expliquer. Sa colère, c'est comme une pile de verre cassé au creux de son cœur. Ça bouge, en bougeant ça fait mal. Sa colère, elle fait partie de ces choses laides que les adultes avaient prédit. Tu verras, tu comprendras quand tu seras à ma place. Ces trous de mystère dont il parle en souriant, fier au fond d'en savoir un peu plus. L'insupportable certitude et le rictus blessant. Incapables d'imaginer autre chose pour leurs enfants que la répétition morne des vies déjà vécues. Anna plaint les adultes. Elle les plaint sincèrement. Leur stupidité fait peine à voir. Tu seras seule, je te jure, tu seras seule. Les amitiés, on les imagine éternelles. Et puis la vie avance et les chemins s'écartent. À votre âge, je pensais la même chose. À votre âge, nous étions exactement pareils. Comme vous êtes drôle, comme vous êtes sotte, comme vous avancez, petites bêtes aveugles, certaines d'être premières dans les traces que nous avons creusées pour vous. Comme vous croyez libre, vos amertumes aussi sont prévues depuis longtemps. Anna a frappé le mur, le poing serré, un coup qui part de l'épaule, le poignet éclaté, comme un œuf sur la pierre. N'en déplaise à ceux qui savent, personne n'a ressenti pareille colère avant elle, pareil amour, prête à semer la mort pour un regard de biais. C'est tout Anna, et c'est aussi tout votre texte, là ici dans ces lignes, me semble-t-il. Il n'y a rien de plus insupportable pour un enfant de s'entendre dire qu'on sait déjà ce qu'il pense. Ça, je pense qu'on l'a tous ressenti. Bon, je ne sais pas s'il faut que je commente. Non, je crois que comme Mozart, on va laisser le silence à Mozart. Pour revenir en revanche sur certains points de l'écriture de votre texte, dans le texte précédent, Rouge Nu, j'avais été tétanisée par la scène d'accouchement que vous décriviez. Je m'étais demandé comment quelqu'un, et ne me dites pas la documentation, etc., très bien, d'accord, mais comment quelqu'un pouvait de cette manière-là, avec cette puissance-là, décrire un accouchement. Et là, vous réussissez, un autre prodige, d'écrire entrer dans la mort. Décrire la mort d'un personnage. Et c'est prodigieux. Comment arrivez-vous? Et je crois que c'est la première fois, vraiment, que j'ai cette sensation-là. Votre sensibilité d'écrivain se met au diapason de la manière dont on peut entrer dans la mort. La documentation. Ça, c'est pas vraiment une question à laquelle je peux répondre parce que... Bon, moi je me suis posé la question, comme tout le monde se la pose, qu'est-ce que ça fait quoi? Ce que je décris, c'est pas la mort, c'est plutôt l'instant qui la précède. La mort étant absence de sensation. La manière dont on y entre. La manière dont on y entre. L'idée encore, c'est pas de... Moi dans ce passage-là, donc le personnage de Rita meurt. L'idée, c'est pas de faire un tour de force en disant regardez, j'arrive à décrire la mort. C'est pas comme ça qu'on le perçoit. Hein, ce que je voulais décrire avec cette plus que de décrire la mort, ce que j'ai voulu écrire, c'est comment est-ce que meurt Rita. Comment est-ce que cette personne-là, quand elle va s'apprêter à partir, quand elle va comprendre ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de cesser de vivre, à quoi elle va penser. Et puis, en fait, Rita, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé plusieurs années de ma vie.
même si elle n'existe pas pour de vrai, moi elle existe quand même dans ma tête. Et puis cette proximité de Rita dans ma tête, ça crée quand même quelque chose de particulier. C'est forcément quelqu'un, comme l'ensemble de mes personnages, avec qui j'ai peut-être une communication plus intime que quelqu'un qui n'aurait pas germé à l'intérieur de mon esprit. Et donc du coup c'est peut-être plus évident pour moi. Après, j'aurais pas pu écrire cette scène au début du livre par exemple. Peut-être que c'est plus clair pour moi d'essayer d'imaginer, d'essayer de me mettre à la place. Et voilà, je crois que c'est ça la réponse à votre question. Donc moi j'ai pas écrit la mort, j'ai écrit la mort de quelqu'un. Et puis j'ai écrit la mort de quelqu'un qu'au début j'ai eu la sensation de fabriquer, et puis qui à la fin est devenu quelqu'un d'assez indépendant de ma propre volonté. C'est ça un personnage de roman, c'est quelqu'un qu'au début on fait des choix, et puis à la fin c'est plus des choix, on essaye de trouver quelque chose de vrai. Là, vous me permettez de poser justement une autre question sur le rapport que vous entretenez à vos personnages. Est-ce qu'ils vous échappent ? Est-ce qu'ils vous collent à la peau longtemps ? Est-ce qu'ils continuent de vivre avec vous ? Ou est-ce que vous vivez avec eux ? Quelle part tiennent-ils dans votre vie ? Parce qu'on a vraiment l'impression que par moments vous êtes presque peau à peau les uns et les autres. Bon, oui, moi je répondrai oui à toutes les questions. C'est vraiment, c'est l'écrivain de rêve. Hein, Facile. Je vois pas de... Alors, est-ce qu'il m'échappe ? Alors oui. Mais il m'échappe comme on a un enfant de 18 ans qui s'en va de la maison. Et ce que j'ai fait pendant les 18 ans précédentes, c'est le laisser s'échapper. C'est pour ça qu'il est écrit jusqu'ici. Alors, je pense qu'il y a une notion de choix. Donc au début, un personnage, c'est un prénom, peut-être une vague image dans votre cerveau, et puis ensuite il faut faire un choix. La couleur de ses cheveux, son orientation politique, son orientation sexuelle, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là, le ton de sa voix. Tout ça, c'est artificiel, ça n'existe pas vraiment. Alors on fait des choix, on écrit longtemps, et puis il arrive un moment où on reprend et on se dit « Ah non, mais ça c'est faux ». Et ça, c'est le moment où le personnage existe. Parce qu'au début, on se dit « Qu'est-ce que je veux que le personnage soit ?» Et ensuite, on se dit « Qu'est-ce que j'ai écrit alors que le personnage est autrement ?» Et donc là, c'est le moment où il existe, où il prend une existence propre. Ce que disent... Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec la romantisation de l'acte d'écrire, etc. Je pense qu'il faut rester assez terre à terre. Mais bon, là c'est vrai, il y a quand même quelque chose d'un peu magique, quoi. Les personnages se mettent à exister, ils se mettent à vivre, on passe vraiment beaucoup de temps avec eux, on passe beaucoup de temps à les imaginer, à réfléchir à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont vécu. Et puis forcément, il y a une certaine forme de dissociation qui entre à l'œuvre. Et donc, il n'est plus question de choix, il est question de rendre justice. Moi, quand je me dis « Anna n'aurait jamais dit quelque chose comme ça », eh ben, je sais que je suis sur la bonne piste, que je suis sur la bonne voie, qu'il va y avoir quelque chose, en tout cas que ce personnage existe. Et si à tous les moments, je me dis « Ce personnage-là, je veux lui faire dire ça », eh ben, le personnage est coupé au montage. C'est quelqu'un qui n'existe pas dans cette histoire, c'est un rajout de moi-même. Ça me permet aussi d'éviter quelque chose que je veux pas faire, et c'est de me servir de mes personnages comme des porte-voix. Le but de mes romans, c'est pas de prendre quelqu'un, de lui mettre une coupe de cheveux différente de la mienne et de lui faire dire ce que moi je pense. Ça, c'est nul, ça m'intéresse pas du tout de faire ça. Je peux faire ça avec mes amis, mais bon, pas avec mes livres. Donc après, est-ce qu'il reste avec moi ? Bah oui, ça c'est sûr que ça s'oublie pas, on n'oublie pas. Alors des fois, il y a des scènes un peu étranges. Ce qui est difficile quand vous finissez un livre, c'est que par définition, il est terminé. Et donc ces personnages-là, vous n'allez plus les écrire. Ces personnages-là, ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours la sensation de vendre le livre à ma maison d'édition. Je le cède d'une certaine façon. Et j'ai aussi la sensation, en écrivant le livre, que j'en écris une partie, puis que le lecteur, forcément, il en écrit une autre. Et donc à partir de ce moment-là, le personnage lui appartient. Moi, j'avais une discussion avec une lycéenne de la région de Rouen qui me demandait « Est-ce que c'est vous qui avez choisi le bandeau ?» Parce que les personnages, ils ressemblent pas à ça. Et puis, alors j'ai dit que c'était moi qui avais choisi le bandeau, elle était déçue, elle trouvait vraiment que j'avais des goûts de chiottes. Et puis parce qu'en fait, dans sa tête, elle avait des personnages très différents. Et donc, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que ces personnages très différents dans sa tête, ce sont les vrais personnages du livre. Et ils n'appartiennent qu'à elle. Moi, il y a des fois, quand je lis un livre, on dit qu'elle est brune, et je me dis non, elle est blonde. Parce que j'ai décidé ça comme ça, et puis ça m'est égal de ce qui est écrit. C'est mon personnage, ça m'appartient à moi. Et donc, du coup, il faut faire le deuil de ça. Et il faut les laisser aux autres, ça m'appartient plus. Puis il faut en écrire des nouveaux. Donc, quelquefois, un peu bizarrement, ça rend un peu triste, ouais. Et il y en a un qui vous colle un peu plus à la peau ? Le personnage principal de mon premier roman, ouais. Qui s'appelle Ezra et qui s'inspire quand même beaucoup d'un de mes proches amis. Bon, voilà, c'est quelqu'un à qui je pense, quoi. Votre nom commence à s'imposer.
après on va dire ce deuxième roman, hein, après Rouge Nu. Vous avez figuré en bonne place, et vous figurez encore d'ailleurs dans la liste Femina prix des lycéens. Vous êtes arrivé finaliste du prix Femina. Je ne dis pas que c'est fondamental, mais est-ce que c'est important tout à coup de se voir sortir comme ça quand même d'une masse de production qui reste importante, et puis d'assister à une forme de consécration. Alors, elle est peut-être institutionnelle, mais enfin, elle a quand même aussi un mérite. C'est surtout prématuré. Je ne parlerai pas de consécration, ça me semble très honnêtement prématuré de le dire. Sur les prix, la presse, l'accueil du livre, j'y attache une grande importance. J'ai pas du tout la stature pour dire que ces choses-là ne me touchent pas, c'est pas vrai. Je pense en revanche qu'il faut le voir comme un moyen et pas comme une fin. L'idée d'avoir des prix, l'idée d'avoir de la presse, l'idée d'avoir un texte qui s'impose un peu plus, et ce que ça permet de faire, c'est d'en écrire un autre, puis ensuite d'en écrire un autre. Et c'est ça l'objectif. Il faut pas oublier pour qui on écrit. On n'écrit pas pour les prix, on n'écrit pas pour un comité de 10 personnes qui va se réunir pour un prix. Le fait que ce comité-là de lecteurs qui sont très expérimentés, qui ont une idée de la littérature très importante, l'idée que ce texte leur plaise, moi ça me touche, c'est important pour moi, ça m'encourage beaucoup et je leur en suis reconnaissant. L'idée qu'il y a des journalistes qui s'intéressent au texte, c'est la même chose, mais ça représente peu de personnes. Et ça représente aussi des personnes qui ont forcément une grille de lecture restreinte, ou en tout cas assez homogène. On écrit pour des lecteurs, et donc il ne faut pas perdre ça des yeux, et ces lecteurs-là par définition, on ne les connaît pas, et c'est ça tout l'intérêt d'écrire un livre. Si vous écrivez un livre pour des gens que vous connaissez, vous écrivez un livre moins bien. Eh bien, on va vous souhaiter beaucoup de lecteurs mystérieux, puisque vous avez merveilleusement cultivé le mystère de la littérature. Merci infiniment, Benjamin. Merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.
Moi, j'en aurais encore une